Bienvenue sur le podcast Parle-moi de toi, le podcast qui te donne la parole. Eh bien, salut à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous le voyez, nouveau podcast avec une nouvelle invitée, Magali, qui va venir nous parler d'un sujet extrêmement intéressant. Et je vais d'ailleurs te laisser te présenter et nous expliquer de quoi tu viens nous parler. Donc je m'appelle Magali, je viens vous parler du handicap de mon fils Djibril, qui est une maladie génétique rare, transmise par son père biologique, qui s'est déclaré en fin de CM2, début de 6e. Donc il avait aucun symptôme avant, et ça s'appelle l'ataxie spino-cérébelleuse de type 2. D'accord. À vos souhaits. Oui, alors, Très bien. on n'arrivera pas à le reprononcer, nous. Non, mais je l'écrirai. C'est ça. Je l'écrirai. Non. Bien sûr, on va l'écrire. Oui. Non, je n'arriverai pas à le prononcer. Oui, donc, tout à fait. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est cette maladie dont il souffre? Alors l'ataxie en général, c'est une maladie où il y a plusieurs types. Oui. Il y a plusieurs types, plusieurs niveaux, et en fonction de l'ataxie, il y a plusieurs symptômes qui sont différents. D'accord. Celle de Djibril, donc l'ataxie en fait, c'est une maladie qui atrophie son cervelet. Le cervelet qui gère toute la partie motrice de son corps, donc chez les gens. Donc son cervelet s'est atrophié petit à petit. C'est une maladie dégénérative, donc ça évolue au fur et à mesure, et ça gère donc toute sa partie motrice, donc ses mouvements, ses bras, ses jambes, sa marche, les mouvements oculaires, la déglutition, la parole, etc., etc. D'accord. Djibril, il a quel âge là aujourd'hui? Aujourd'hui, il va sur ses 17 ans. 17 ans. D'accord. Ok, donc tu l'as appris il y a 6 ans. On l'a appris, diagnostic posé en fin de 5e. Donc on a commencé à faire des recherches en 6e. Son prof de basket, parce que Djibril était très bon au basket, donc il avait aucun problème de motricité, il marchait à 10 mois, donc vraiment vraiment aucune de ce qui pouvait se passer. De ce qui pouvait se passer. Et puis fin de CM2, son directeur de son école primaire a dit il y a quand même des problématiques. Son coach de basket, donc il pensait qu'il avait une dyspraxie. D'accord. Donc on a fait des examens pour savoir s'il était dyspraxique, et finalement en fait de fil en aiguille on a fait un IRM en 6e qui n'a rien donné, et on s'est fait un petit peu envoyer bouler par un hôpital dont je citerai pas le nom, qui nous a dit qu'il y avait pas de problématique particulière, et puis ça a quand même interpellé un médecin de pédiatrie de cet hôpital qui a transmis les informations à Toulouse, à l'hôpital des enfants de Toulouse, et qui avait en mutation une neuropédiatre excellente qui a permis de nous recontacter et de refaire des examens complémentaires pour savoir exactement quelle ataxie Djibril avait. Ah d'accord. Ok. Waouh. D'accord. Et ça m'amène à une question. Donc si j'ai bien compris, en fait, cette maladie elle est dégénérative dans le temps. Donc là, elle va continuer à augmenter. Oui. D'accord. Donc il est parti d'une écriture qui a commencé à se transformer. Donc il écrivait très très bien, de façon très scolaire, il fermait bien ses lettres, etc. Ça s'est transformé en montagne un peu, c'est-à-dire qu'on peut plus trop le relire. Donc au niveau de l'écriture, c'est devenu compliqué. Il avait des sortes de spasmes, des mouvements qu'il ne contrôlait pas. Il devenait très maladroit. Pas mal de chutes. Donc il avait du mal à se servir de l'eau par exemple, ou couper ses aliments devenait compliqué. Donc on a fait plein de recherches pour savoir ce que c'était. Est-ce que ça touchait les muscles, est-ce que ça touchait donc ça touche en effet pas mal de choses, puisqu'il y a plusieurs syndromes dans sa maladie, dans l'ataxie, et ça a permis de poser ce diagnostic en fonction de tous les éléments qu'on a eus et de savoir exactement, précisément, quelle était l'ataxie que Djibril avait, et ça nous a un petit peu perturbé, surtout lui. Donc aujourd'hui, Djibril est en fauteuil,
Oui. Donc la dégénérescence Ouais. entre fin de 5e, je pense qu'il y a aussi une acceptation du handicap pour n'importe quelle personne qui est en situation de handicap et qui se retrouve dans cette situation à un moment donné de sa vie, il y a une acceptation avec laquelle Djibril a du mal et qui, à mon sens, se joue aussi sur la progression de sa maladie. Ah oui. Ouais. Je pense qu'il y a un côté psychologique qui joue et qui fait que ça progresse petit à petit au-delà de sa maladie en fait, qui fait qu'aujourd'hui il est en fauteuil depuis bientôt 4 ans. Donc à partir de fin de 4e, début 3e, il a été en fauteuil sur le collège. Oui. Sur l'établissement scolaire, et là il est quasiment en déplacement que en fauteuil roulant manuel ou électrique. D'accord. Okay. Il peut marcher. Ah, il peut marcher, ok. Il peut se lever. Je lui dis qu'il marche comme un girafon qui sort du ventre de sa mère, pour donner un petit peu un ordre d'idée, ou pour les plus de 18, comme quelqu'un qui va être en état d'ébriété. D'accord, ok. D'accord. Mais bien sûr, il ne boit pas d'alcool. D'accord. Ok. Et alors, elle dit pas cette question, donc t'es pas obligé d'y répondre. C'est juste que je me pose la question, donc je vais te la poser. Est-ce qu'il y a un moment où cette maladie va s'arrêter d'avancer, ou est-ce que ça va avancer jusqu'à qu'il y ait... Il n'y a pas, dans les l'ataxie organes de qui Djibril, fonctionnent il n'y a pas de risque vital, donc il n'y a pas de danger pour sa vie, si ce n'est une chute qui peut être dangereuse, mais comme pour n'importe qui finalement, en fonction de la chute qu'on peut avoir, ou éventuellement de la déglutition, parce qu'il y a il y a beaucoup de risques de fausse route. Donc donc ça peut être un risque sur lequel on est formé, nous, éventuellement, pour répondre s'il y a besoin en urgence. Il est aujourd'hui, il est entouré quand même de personnes qui peuvent l'aider, mais sinon il n'y a pas de risque vital. Il y a d'autres maladies, il y a d'autres ataxies, ou comme l'ataxie de Friedrich par exemple, qui va toucher le muscle cardiaque, et du coup il y a une espérance de vie qui est limitée, ou comme le jeune, je pense que tout le monde a entendu parler du film Un petit truc en plus. On l'a vu. Et qui est très chouette. Dans ce film, il y a un jeune, Sofiane, qui est atteint d'une ataxie également, qui n'est pas la même que Djibril, et lui, il développe malheureusement des cancers. Il a une espérance de vie, c'est un jeune qu'on suit, donc qui lui a une espérance de vie qui est limitée, chose qui n'est pas pour Djibril en tout cas. Pas aujourd'hui. Ouais, c'est cette question-là, il n'y a pas de risque vital. Après, ça va continuer à évoluer. Il n'y a aucun traitement. Ah oui. C'est que de la rééducation constamment. Donc, de la prise en charge, psychothérapie, kiné, ergo, psychomote, enfin, toutes ces choses, qui lui permettent d'essayer de faire stagner sa maladie, en tout cas de contrôler l'évolution plus ou moins, mais il n'y a pas de, D'accord. Il n'y a pas de risque vital, heureusement. C'est déjà pas mal. Oui. Ok. Et comment vous avez vécu ces premiers instants quand vous avez appris la maladie Ouais, parce que là tu parlais d'acceptation tout à l'heure. Tu parlais de l'acceptation de Djibril, mais l'acceptation de vous. Alors moi j'ai pleuré forcément. Alors pas tout de suite devant lui. J'ai essayé de digérer. Je pense que sa neuropédiatre l'a compris, donc elle a demandé à Djibril de sortir et à m'expliquer un petit peu plus de choses par rapport à sa maladie. J'ai cru pendant un petit moment que je l'acceptais plus que ce que Djibril l'acceptait, et je me suis rendu compte ces derniers mois que finalement je l'accepte pas tant que ça non plus. Parce que j'ai un caractère fort quand même. Donc c'est sûr que c'est pas ce qu'on souhaite pour ses enfants. On est confronté à des difficultés au quotidien je suis quelqu'un de très sensible et de très empathique, donc c'est des choses qui me révoltaient déjà de base, mais forcément quand ça touche mon enfant, ça me révolte encore plus. Voilà, j'ai envie de casser les voitures qui se garent sur les places handicapées par exemple. D'accord. Je le fais pas, moi aussi, souvent. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça, et c'est vrai que j'avais tendance, je me suis rendu compte que j'avais tendance quand même à essayer de le pousser, donc je le pousse toujours beaucoup. Mon enfant, pour qu'il réussisse, parce que j'ai envie qu'il ait une situation plus tard dans sa vie, éventuellement professionnelle, une situation sentimentale, et que c'est des choses qui me
je sais pas ce qu'il va y avoir pour lui par la suite, mais bon, comme n'importe quel parent. Et j'avais un petit peu peur par rapport à ça. Donc je me suis rendu compte que je le poussais peut-être un petit peu trop. Surtout que Djibril, on est très très proches, donc du coup ma parole a beaucoup d'importance pour lui. Et sa psychologue m'a demandé de lâcher un petit peu prise et de laisser avancer, mais ils m'ont rassuré. Il est très bien entouré aujourd'hui, Djibril. C'est super. Ok. Génial. Super, merci. Et ton mari, les premiers instants, ça s'est passé comment? Est-ce qu'il a pris comme toi aussi? Parce que là, on sent que vraiment, t'as eu à cœur de lui donner la force pour pour avancer. Mais je pense que c'est quelque chose que je fais au quotidien pour tout le monde, déjà. Même pour mon mari. Mon mari, c'est le père adoptif, on va dire, de Djibril, puisqu'il s'en occupe depuis qu'il a 3 ans, de Djibril. Donc, il a pris Djibril... Quand on s'est mis ensemble, on n'avait pas d'autres enfants, donc lui n'en avait pas. Donc il a accepté Djibril comme son enfant, en fait, et l'a élevé comme son enfant. Je pense qu'il a du mal aussi à l'accepter, même si c'est un homme, donc il le dit pas. Il le pousse aussi, mais il a conscience de certaines choses pour Djibril dont moi j'ai pas forcément conscience, c'est-à-dire que lui se rend compte peut-être de difficultés pour Djibril que moi je veux pas voir. D'accord. Je pense. Après on est sur la même longueur d'onde sur l'encadrement. Quand il y en a un qui s'énerve, l'autre apaise et ainsi de suite. Donc après il a toujours été là, il a toujours fait ce qu'il fallait pour Gigi, puisque c'est son petit surnom. D'accord. C'est génial. Gigi, ouais. C'est trop mignon. C'est une belle histoire, quand même. Oui, c'est une belle histoire. Ouais, c'est important. Parce que c'est difficile, déjà, pour, un couple, quand on se reforme avec un enfant, quand il y en a un qui en a, l'autre qui n'en a pas, c'est il y a une acceptation aussi qu'il faut il faut que ça aille bien en harmonie avec tout le monde. Donc ça a été le cas et c'est important de le soulever parce que nous, Djibril l'appelle papa et Gary le considère comme son fils. Son fils. Ouais. Donc son père biologique a refait surface il y a quelques années, quand on était en train de chercher le diagnostic, puisque lui, le diagnostic, donc c'est lui qui est porteur du gène, et il a repris contact avec nous pour nous dire que ça avait été diagnostiqué chez lui. Et c'est ce qui a permis, donc je savais exactement de quoi il me parlait comme symptômes puisqu'on cherchait pour Djibril, et ça a permis en fait l'ataxie, puisque lui ça avait été diagnostiqué laquelle, c'était à la Salpêtrière à Paris, et ça a permis de passer un coup de téléphone à sa neuropédiatre et de dire je sais quelle ataxie Djibril a. Voilà. D'accord. Ah oui. Ok, donc important quand même. Important, ouais. Oui. Important. Ouais. Un petit contact de temps en temps pour savoir du coup quelle est l'évolution de Djibril. Donc il reste quand même, on reste quand même en contact depuis ça de temps en temps pour donner l'évolution de Djibril et lui de temps en temps prendre des nouvelles pour savoir ce qu'il a de Djibril. Ok. Voilà. Une question, comment tu organises tes journées, en fait, lorsque Djibril est à la maison? Parce que tu vas nous expliquer, il est pas toujours à la maison, c'est ça? Oui. Il est, depuis octobre, on est quelle année, 24? Depuis octobre 2023, il a intégré un IEM en Lozère. Puisque il a pas été pris sur Toulouse, donc faut savoir que un IEM c'est un institut d'éducation motrice, parce qu'il y a des IEME et c'est différent. Donc l'IEM de Djibril, on avait fait des demandes pour Toulouse, qui était quand même plus proche, et il a pas été accepté sur Toulouse, donc on nous a proposé Bordeaux ou la Lozère, et j'ai trouvé que le centre en Lozère avait l'air pas mal du tout par rapport à l'environnement très nature. J'aime beaucoup la nature. C'est vrai, c'est très important. C'est très important, ouais. Et puis, c'est un centre qui accueille, ils ont des grosses structures sur place, notamment sportives. Donc, c'était important pour moi que Djibril puisse refaire du sport, puisque depuis le diagnostic, il participait plus au sport, au collège, etc. Donc, c'est quelque chose qui faisait partie intégrante de sa vie depuis tout petit, puisqu'il était repéré pour faire du basket. Donc, ça a été, pour l'acceptation, c'est pas terrible. Et dans ce centre, ils accueillent aussi tout ce qui est entraînement paralympique. Tout. Super. Oh, c'est super. Ouais, ils ont des grosses structures sportives, donc du coup, je trouvais que c'était intéressant et au niveau du paysage, du décor, de la nature et des structures sportives qui pouvaient être accordées. Donc
il a intégré ce centre, donc ça se passe sous forme d'intégration, on va dire, et en fonction de son intégration sous 15 jours, il propose une intégration définitive ou pas. D'accord. Donc il a intégré, il avait tout juste 15 ans. Du coup, Djibril. Donc ça, là aussi, l'acceptation a été difficile. Je pense pour le coup plus pour moi que pour lui. Même si c'est vrai que il y a des moments c'est pas forcément facile, puisqu'il est en internat et à quasiment 300 km de la maison. Il rentre maintenant actuellement un week-end toutes les 3 semaines environ. D'accord. Donc il arrive tard le vendredi soir et il repart tôt le dimanche. Donc ça fait des week-ends très très courts. Et il rentre certaines vacances scolaires, notamment le mois d'août. Donc quand il est là, nous on a réadapté le logement, forcément, puisqu'il a fallu réadapter le logement, donc tomber les cloisons, élargir les portes pour les passages du fauteuil et tout ça, refaire toute la salle de bain pour que ce soit adapté pour lui. Bien que entre le moment où on a refait la salle de bain et aujourd'hui, je vois qu'il y a quand même une évolution de son handicap, donc il y a des moments où je suis pas trop sereine. J'ai peur qu'il chute ou qu'il glisse. Donc la porte reste très souvent pas fermée à clé pour pouvoir y accéder si jamais il y a une chute ou quelque chose. Quand il est dans la salle de bain, on dirait que les murs vont s'effondrer. mais il arrive pour l'instant à être autonome sur cette partie-là. Donc on a tout réadapté pour que ce soit accessible autant pour les toilettes que pour la douche, les accès chambres, repas et tout ça. Le plus compliqué, ça va être les déplacements. Si on veut aller faire des courses ou chez le coiffeur ou ce genre de choses, puisque du coup il peut pas se déplacer sur des grosses distances en marchant, donc il faut obligatoirement prendre le fauteuil. Et ça c'est compliqué puisque le fauteuil électrique qui est le plus adapté pour lui, il faut un véhicule adapté. Et le fauteuil manuel, il faut entièrement le démonter quasiment et le remonter à chaque fois qu'on le. Voilà, on avait changé de véhicule pour pouvoir mettre le fauteuil dans la voiture, sauf que malgré le fait d'avoir pris un SUV, faut quand même démonter le fauteuil. Et en plus, Djibril fait quasiment 1m90, donc autant dire qu'il faut un fauteuil adapté. Il est très grand, quoi. Très grand. D'où le basket. Voilà, d'où le basket. Et heureusement, il a une scoliose, parce que sinon, il serait encore plus grand. Mais du coup, forcément, il y a un fauteuil qui est sur mesure pour lui, donc avec une assise qui est très haute, des roues qui sont hautes, donc on peut pas juste plier le fauteuil en deux et le mettre dans la voiture, c'est pas possible. Il faut entièrement démonter et tout remettre. Sinon, en soi, le quotidien, quand il est là, ça fait de l'animation en plus. Puisqu'il y a une fratrie quand même de 3, dont un dernier qui a 3 ans. Donc ça fait du mouvement quand il est là, puisque je m'occupe autant du grand que du petit de la même façon. Donc il y a que la moyenne au milieu qui fait le relais, soit avec un, soit avec l'autre. Mais il va falloir l'aider par exemple à couper sa nourriture. Parce qu'il coupe pas, il va avoir tendance à déchiqueter les aliments, donc ça vole dans tous les sens. Donc il y a comme pour un enfant, sinon il mange tout seul et il faut lui servir de l'eau, je lui sers, je lui coupe tout de façon à préparer par rapport à la déglutition justement qu'il ait pas de soucis. Donc on essaye d'éparpiller un petit peu dans l'assiette tout ce qui est plat style semoule, riz, etc. Faut que ce soit quand même assez en sauce pour qu'il y ait pas de risque. Mais sinon, en soi, c'est plutôt fun quand il est là. C'est une charge en plus, comme chaque enfant. Mais c'est plutôt fun quand il est là, quoi. Et il se sent bien, lui, en IME? Oui, je pense qu'il est bien. Oui, parce qu'il est vraiment, il est bien encadré. Il peut faire plus de choses que ce qu'il faisait. Je pense qu'il a plus d'autonomie quand il est à l'UM que quand il est avec nous à la maison, puisqu'il est limité malgré tout dans ses déplacements, dans ses activités, etc. Dans les IEM ou IME, ils ont des grands couloirs, ils ont tout qui est adapté pour eux. Donc forcément, il y a plus d'autonomie, il peut aller voir ses camarades, il peut sortir du bâtiment, il peut monter les étages, voir ses camarades qui sont plus âgés. Il se déplace comme il veut, chose que quand il est à la maison, il peut pas faire. Ça fait le handicap l'a un petit peu coupé de ses camarades du même âge. Donc faire du vélo, enfin toutes ces choses il pouvait plus faire, donc il s'est retrouvé avec des camarades en âge de sortir au collège, fin de collège, et puis lui
bloqué à la maison, donc forcément on le sollicite pas pour sortir, pour aller au stade, pour faire du vélo, donc il s'est renfermé sur lui-même, et je pense que le fait d'être allé sur l'IEM, ça lui a permis de rencontrer d'autres jeunes qui sont atteints de handicaps vraiment différents, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont vraiment des handicaps je veux dire plus lourds finalement que celui de Djibril, et qui vont pas s'exprimer, qui vont être complètement dépendants, et avec qui ils ont des communications, enfin voilà, non verbales, où ils vont écrire sur leur téléphone, ou voilà, se partager des échanges de musique, donc c'est comme une grande maison avec plein de jeunes qu'il faut gérer, quoi. Ça doit être moins sympa pour les pour les éduques et tout ça. Ah ouais. Effectivement, ouais. Mais plutôt bien, ouais. Je pense qu'il est bien. Ouais, il est bien. Ouais. Oui, puis ça lui permet de voir des personnes qui vivent un peu la même chose que lui, c'est-à-dire que dans la compréhension du handicap, on n'est pas tous égaux, forcément. Non. Tant qu'on le vit pas, on sait pas. Oui, et tout puis, à fait. Je pense qu'il y en a certains qui sont vraiment trop loin, ou qui ont même peut-être pas envie de savoir, donc. Oui. Ça, ce que je lui dis, c'est que ça lui permet de relativiser sur sa situation à lui, parce que forcément, il y en a qui sont dans des situations, voilà, encore plus complexes que lui. Il y en a beaucoup qui viennent des dom-toms, qui sont avec lui, donc ils rentrent pas le week-end, voilà. Des fois, alors l'IEM est super, puisqu'ils organisent pour les vacances d'été, les vacances de Noël, des transferts sur les dom-toms, justement, donc en accompagnement pour qu'ils rentrent dans leur famille. Mais sinon, le reste du temps, ils les voient pas. Il y en a qui partent pas, c'est les familles qui viennent les voir, du coup, parce que c'est pas forcément adapté sur place. Donc ça permet de relativiser, comme je lui dis, sur la situation des autres, pour l'aider un petit peu à accepter aussi sa situation, se rendre compte qu'il y en a qui sont plus en difficulté que lui. Ça lui permet de pouvoir aider d'autres camarades qui vont avoir voilà, un petit peu plus de difficultés que lui. Donc je trouve que c'est un côté positif, et ça lui fait gagner aussi un peu en autonomie, puisque voilà, sur place il peut pas être autonome comme il voudrait, quoi. D'accord. Ouais, parce que pour toi là aujourd'hui, vraiment le plus gros défi au quotidien, c'est ça, c'est l'autonomie, les déplacements, la place, enfin. Dans notre société, tout est compliqué pour une personne en situation de handicap. Des fois, ça me révolte un petit peu, parce que on a beaucoup parlé des Jeux paralympiques, de l'inclusion des personnes en situation de handicap, etc. Alors c'est très beau, ça serait très chouette, mais c'est concrètement pas vraiment la réalité. Quand on voit l'état des trottoirs, par exemple, je veux dire, pour une personne en situation de handicap, quel qu'il soit, que ce soit en fauteuil, ou même une personne âgée qui va se déplacer avec une canne, enfin, je veux dire, c'est pas du tout praticable. Les gens se garent dessus, il y a des trous partout, enfin, pour les déplacements, c'est une catastrophe. Les accès sont pas forcément partout adaptés aux personnes en situation de handicap. Les établissements scolaires, on parle d'inclusion, etc., donc, où il y a quand même eu des progrès, parce que à notre époque, il n'y avait pas forcément d'inclusion des personnes en situation de handicap, clairement. Donc aujourd'hui, ils ont quand même plus l'habitude d'être confrontés avec les classes Ulysse, etc., à des personnes qui sont en situation de handicap, mais ça reste limité. Enfin, je veux dire, le matériel est pas adapté, les salles de classe sont pas forcément adaptées, les accompagnements sont pas forcément adaptés. Donc on se retrouve limité à des situations où des jeunes comme Djibril peuvent suivre finalement une scolarité normale. Aujourd'hui, Djibril est en seconde professionnelle, donc on aménage son emploi du temps, mais on est dans une société où il faut quand même que ça aille vite tout le temps, etc. Et il lui faudrait lui plus de temps pour obtenir son diplôme, et ce temps-là, il est pas accordé, quoi. Donc voilà. C'est abusé. Donc on reste finalement tout est un défi. Tout est un défi en fait. Tout est un défi. Même ce que tu disais tout à l'heure, un exemple tout simple, mais pourtant les gens devraient pouvoir avoir l'intelligence de se dire, faut arrêter, se garer sur des places handicapées. Combien j'en vois encore qui le font alors qu'ils ont même pas le macaron, qu'ils ont rien du tout. Donc c'est clairement, tu vois, j'ai déjà vu des gens qui se garaient, une personne handicapée qui leur faisait une réflexion, et le gars qui lui répondait, ça va, j'en ai pour 2 minutes, je reviens. Bon, tu vois.
Il y en a un sur les réseaux qui tourne, d'ailleurs, il met du cellophane autour des voitures. Je sais pas ouais si vous l'avez vu. Non, si, vous l'avez pas vu. Si. Ah, il est génial, il me fait rire. Je l'aime beaucoup. Oui, ça me dit un truc, oui. Alors, par contre, les gens ne l'aiment pas, mais... oui, si. Mais il c'est normal. Complètement les voitures, les voitures qui se garent sur des places en situation de handicap, quand il les voit et qui n'ont pas de macarons, il les entoure complètement avec du cellophane, mais complet, hein. Enfin, je veux dire, c'est très drôle. Bon, en général, les gens réagissent très très mal. Il me fait beaucoup rire. Et il devrait y en avoir plus. Ça devrait être autorisé. Oui, enfin, ils devraient même pas être dessus, quoi. On pourrait leur embarquer la voiture, donc, sens pour te dire, en fait. Ça a tendance, enfin, je veux dire, il y a les stationnements, déjà, de personnes en situation de handicap. Si on prend le nombre de personnes qui sont en situation de handicap, c'est énorme. Enfin, beaucoup plus que ce qu'on pense. Il y a 4 places qui se battent en duel devant les grandes surfaces, par exemple. Sinon, les autres, elles sont perdues super loin de l'autre côté. Donc, je veux dire, ça, rien que ça, en fait, c'est, il y a quelque temps aux informations, il parlait de mettre des places roses. Je sais pas si vous avez entendu, pour les femmes. Ah oui. Pour qu'on puisse se garer, nous, les femmes, pour pas trop être en danger devant des magasins ou ce genre de choses. Bon, ça serait bien qu'ils mettent plus de place pour les personnes en situation de handicap, plutôt que des places roses. Je pense qu'il y a d'autres priorités que ce genre de choses, quoi. Places roses, en fait, ils feront des trucs plus larges pour pas qu'elles touchent. Oui. C'est ça. Sérieux, quoi. Ah, ok, non, j'avais on est revenu, on a régressé, on est revenu. On est un peu arriéré, quand même, c'est ça. Ouais, c'est vrai. On redescend. C'est très sexiste, je trouve. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est vrai, qu'on est limité, c'est un combat pour, alors qu'on sait quotidien, quoi. On sait tous que vous conduisez très très bien. Des fois, je me plains, je dis, c'est sûr que c'est une bonne femme. Ce qui fait beaucoup rire ma fille, parce qu'elle me dit, mais je te rappelle que t'es une bonne femme. Oui. Et en fait, dans tout ça, dans tous ces défis, est-ce que vous avez quand même des ressources à disposition? Pas les écoles, les associations, enfin, des choses qui vous aident, qui vous permettent d'être, de vous rendre le quotidien un peu plus facile. Alors il y a là, des tu vas me dire non, c'est ça? Alors bon, peut-être. Je vais te dire peut-être, parce que je me suis pas tournée vers des associations. J'ai cherché s'il y avait des associations pour des parents ou pour des jeunes qui sont atteints d'ataxie. Savoir qu'il y a, je crois, en tout à peu près 20 000 cas en France. Donc c'est très rare. Donc c'est clairement pas la priorité au niveau de la recherche. Et ça comprend les enfants et les adultes. Donc 20 000 cas d'ataxie sur toute la France, en sachant qu'il y a plusieurs types d'ataxie et plusieurs niveaux. On peut avoir une ataxie, par exemple, à la suite d'un accident de la route quand on fait le coup du lapin. Du coup, si ça touche le cervelet, ça peut être une atteinte liée à un accident et pas à ce moment-là liée à une maladie génétique. Mais j'ai trouvé sur l'ataxie de Friedrich, qui est une des plus courantes finalement au niveau des ataxies, donc pas celle de Djibril, et je trouve que ça me correspond pas en fait, puisque du coup il y a des choses qui sont similaires, mais ça correspond pas à mon enfant et à ce que je vis forcément au quotidien. J'ai vu des forums. Après concrètement au niveau des aides, on va avoir quelques aides de la MDPH. Forcément, du département, donc ce qu'on appelle la PCH, c'est la prestation de compensation du handicap. Mais les dossiers, on est en France, hein, donc l'administration française, ça prend énormément de temps. C'est des dossiers à remplir qui font je sais pas combien de pages, où il faut constamment refaire le même dossier très régulièrement dès qu'on a une demande à faire. Donc c'est tout est facilité, il faut une AESH, il faut faire une demande MDPH, remplir tout le dossier. Forcément à un certain âge, l'école n'est plus obligatoire, donc si on veut une autre AESH, il faut refaire complètement notre dossier MDPH et ainsi de suite. Les aides sont limitées à un certain montant. Donc je crois qu'il doit y avoir un plafond pour un réaménagement du logement, par exemple. Je crois que le plafond est limité à 10 000 euros pour 10 ans. Tant dire qu'on a eu une aide de 5 000 pour la salle de bain. Donc il ne reste plus grand chose pour les prochaines années. Alors sachant qu'il faut améliorer, régulièrement. La CAF, donc on a ce qu'on appelle l'allocation enfant handicapé. Alors on avait pour Djibril, puisque dernièrement, ils ont eu la notification comme quoi il était en IUM. Donc
je peux donner des montants un peu approximatifs ou pas. L'allocation, donc nous on touchait quand Djibril était à la maison l'allocation enfant handicapé qui doit correspondre à 174 € par rapport à notre revenu, parce que c'est toujours comme ça, et 138 € je crois de prestations de compensation du handicap. Donc voilà. Pour ma participation en tant qu'aidant familial, puisque du coup je me suis pas arrêtée de travailler, j'en ai besoin. Voilà, donc pour compenser en fait cette aide, puisque je n'emploie pas quelqu'un pour s'occuper de lui, c'est moi qui le fais quand il était à la maison. Et l'allocation enfant handicapé qui pour moi est légitime dans le sens où on a un enfant qui est en situation de handicap avéré, puisque c'est quand même une fourchette de la MDPH entre 50 et 80%, parce que ça peut pas être quantifié exactement. Sachant que plus on avance, plus il s'approche des 80 que des 50 quand même. Mais c'était pas grand chose. Et dernièrement à la rentrée, ils m'ont envoyé une dette CAF de pas grand chose, donc de quelques mois, puisqu'il est en IEM, et que et du coup en fait on ne la touche plus. Ou alors qu'au prorata du temps qu'il passe à la maison, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc j'ai fait un courrier en bonne et due forme en expliquant que je trouvais ça un petit peu déplacé, dans le sens où son allocation, enfin son handicap il était à vie, donc il aurait toujours, donc je comprenais pas comment ça se faisait. Il est pas coupé quand il arrive là-bas. Voilà, c'est ça. Je leur ai demandé s'ils reversaient le prorata restant à l'IEM, ce qui me paraîtrait légitime dans le sens où c'est eux qui ont, c'est quand même associatif, donc dans le sens où est-ce que du coup ils reversent pour la prise en charge de ces enfants, ce qui me paraîtrait légitime, mais non. Donc en fait, ils grappillent sur des familles qui ont des enfants handicapés. C'est ça. D'accord. En fait, si on comprend bien, en fait, vous êtes pas vraiment aidé. Du coup, on a plus d'aide du département ni de la CAF, si ce n'est au prorata du temps qu'il passe à la maison, donc pas grand chose. Et en plus, c'est administratif, donc du coup, il faut que je fournisse chaque mois maintenant à la CAF le justificatif du temps qu'il a passé à la maison, transmis par l'IEM. Donc c'est très sympa. C'est affolant. Tu te rends compte? Vraiment, c'est affolant, quoi. Ouais. En fait, c'est aussi pour ça qu'on a fait ce podcast, c'est pour parler du fait d'élever un enfant handicapé et comment ça se passe réellement au quotidien. C'est très on va être très limité en aide à partir du moment où c'est une maladie. Si on a un accident de la route, on se retrouve en fauteuil parce qu'on a eu un accident de la route non responsable, etc. Les assurances vont prendre le relais, le matériel va être pris en charge, etc. Avec des procédures en justice, mais quand on est avec une maladie dégénérative ou un handicap, concrètement, on n'a pas d'aide plus que ça. Donc il y a quand même une prise en charge de la Sécu, heureusement, à 100%, donc pour tous les soins qu'il fait et tout ça. Le fauteuil électrique, donc on lui a fait, puisque ça fait partie des derniers achats, le fauteuil électrique entre guillemets sur mesure. Il a été pris en charge, celui-ci, à 100%. Je dis entre guillemets sur mesure parce que si on avait voulu le fauteuil qu'il fallait exactement pour Djibril, on avait à peu près 20 000 € de reste à charge. Donc clairement, j'ai dit il a pas fini sa croissance. On va limiter et on va faire la base. En plus, très régulièrement, les cale-pieds par exemple se casse, donc faut savoir qu'un cale-pied c'est 178 € le cale-pied, donc on en est déjà à 4 et c'est pas remboursé par la Sécu. Donc à chaque fois on rachète des cale-pieds pour c'est dingue. C'est hallucinant. J'ai réussi à faire en sorte qu'il ait des chaussures, à lui faire accepter le fait de porter des chaussures orthopédiques, puisqu'ils font quand même des choses un petit peu modernes, style Nike, Puma, etc. Donc des modèles un peu sympas où on peut choisir plein de choses. Là, c'est pareil, c'est une chaussure par an. Donc, une paire par an. Sinon, c'est plus de 800 € la paire. Parce que j'ai dit, ça serait bien c'est un jeune, ado. Ça serait bien, déjà que ça a été dur pour lui d'accepter. Ça serait bien qu'il puisse avoir une deuxième paire. On m'a dit, on va peut-être attendre parce que c'est une paire par an. Donc, sinon, c'est plus de 800 € la paire. Donc, j'ai dit, donc, s'il grandit, j'ai posé la question à son ergo en lui demandant s'il prend une taille de chaussure, on lui fait des nu-pieds, quoi. On coupe au bout. C'est dingue. Parce qu'on peut pas lui changer la paire. Donc c'est hallucinant. Là, ils ont voté dernièrement pour qu'on ait la prise en charge des fauteuils remboursés intégralement.
Dommage, puisque du coup le fauteuil manuel, donc comme je pouvais pas mettre l'électrique, il a fallu que je commande un manuel sur mesure. J'en ai eu pour 3 000 € de reste à charge, sans aucun remboursement. Oh là là. Donc c'est énorme. Non, on comprend ta colère, tu vois. Quand j'entends ça, je comprends. Je me dis. Des fois j'en ris, mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai pas envie d'en rire. En fait, c'est super du coup que tu sois là parce que déjà tu vas ouvrir la parole pour beaucoup d'autres. Et puis c'est important que les gens entendent. Oui, c'est très important. Que les gens réagissent et se disent, waouh, attends. Oui, parce que je suis loin d'être la seule. Oui. Je suis loin d'être la seule et quand je mène un combat, comme je disais dernièrement, parce que j'ai l'habitude de mener des combats, donc quand je mène des combats, je les mène pas à titre personnel en fait. J'essaie de faire en sorte que ce soit général. C'est des sujets qui me touchent. Je sais que je suis loin d'être la seule, quel que soit le handicap, quelles que soient les situations. Ça c'est sûr. J'ai la chance d'avoir une force intérieure qui m'a été transmise, je pense, depuis des générations, puisqu'on est pas mal de femmes chez nous, on va avoir cette force intérieure. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, en fait. Et qu'on peut vite sombrer dans une tristesse, je pense, profonde, et une dépression, et une colère qui, voilà. Il y a un sentiment de culpabilité, en plus, parce qu'on transmet quand même, enfin, quand c'est nos enfants, c'est, je changerais rien pour rien au monde si j'avais su qu'il aurait ça, j'aurais quand même fait. De base on me disait que je pouvais pas avoir d'enfant, j'ai de l'endométriose, donc j'aurais, comme je lui ai dit, j'aurais refait ça même si j'avais su. Je me serais juste préparée d'une autre façon pour affronter ces choses qu'on doit affronter quotidiennement et sur lesquelles on n'est pas forcément prêt. Mais c'est vrai qu'il y en a, ils ont pas cette possibilité, ils ont moins de moyens, ils ont moins de soutien. Moi j'ai le soutien de la famille qui est hyper important aussi autour. On est tous soutenus autour. Il y en a qui sont seuls, donc c'est vrai que c'est compliqué. Il y en a qui ont peur de parler. Moi, j'ai pas peur de dire qu'il y a des choses qui sont pas normales. C'est pour ça que c'est bien que tu sois là, parce que ça va aider d'autres personnes à se dire, attends, peut-être que moi aussi je peux... à prendre la parole aussi, c'est important. Plus on est de fous, plus on rit. C'est ça, n'est-ce pas? Et plus la portée, plus il y aura de portée, je pense. Il y a de plus en plus de gens quand même qui sont sensibles et qui se confrontent à ça. Je prends toujours en exemple pour mon fils le jeune nageur Théo Curin, qui, je pense, les 3/4 des gens devaient lui dire qu'il n'arriverait pas à nager et pourtant il nage. Il arrive à faire plein de choses. Donc il faut c'est un exemple en fait. Toutes ces personnes qui se battent comme ça et qui avancent, c'est des exemples au quotidien. Et il faut pouvoir avancer et se souder les uns aux autres pour faire bouger les choses, parce que c'est pas normal que ça avance pas, quoi. Il y a un ministère pour tout et n'importe quoi, ça serait bien qu'ils incluent un ministère du handicap, peut-être. Ça ferait bouger les choses. Effectivement. Et c'est pour ça qu'on a été très touchés, nous, par le film Un petit truc en plus. Parce que c'était donné en fait de la visibilité là où on n'en donne pas forcément en fait. Donc et c'était extrêmement important. C'est au-delà d'être une œuvre d'art, c'était vraiment tellement important et tellement le bon moment, tu vois. Oui, c'était un beau message aussi, un beau message. Très très beau message. Un beau message, un gros combat qui a été mené par Artus et ses équipes, du coup, puisque parce qu'il y a plein de choses qui leur ont été refusées. Enfin, je veux dire. Si on peut, c'est vrai que quand je vais voir mon fils à l'UM, je me demande pourquoi ils ont été parqués là-bas, quoi. Parce que ils sont vraiment au fin fond, surtout cachons-les, qu'on les voit pas. Punaise. Ça fait un peu cette impression. Vrai, d'accord, ok. Bon, alors après, la structure est très très chouette, mais c'est vrai que ils peuvent pas, les jeunes, prendre le bus tout seuls et non. Tu vois, ça me fait penser à Montréal. Ici, ils ont fait autre chose. Ils ont fait un centre pour les enfants qui sont autistes. Et qui sont atteints de troubles mentaux. Et en fait, ils l'ont mis en plein milieu du village. Et c'est super parce que souvent j'y passe et je vois souvent que ils ont un accompagnant, ils se promènent, ils font des choses dans le parc. Ils vivent un petit peu plus dans au milieu de tout le monde et tu vois qu'ils ont, tu vois, ça démontre bien qu'en fait ils peuvent très bien vivre au milieu de tout le monde et qu'il n'y a pas le moindre problème, quoi. Bien sûr. Tu vois, et je trouve ça super. Je pense qu'ils pourraient, c'est vrai que quand ils doivent sortir, je prends un jeune comme Djibril qui pourrait finalement avec son fauteuil roulant se déplacer tout seul, aller en centre-ville ou prendre un bus si c'était adapté. Il pourrait aller
l'épicerie, par exemple, s'il est dans un centre plus proche d'une ville avec des proximités, celui de Toulouse, par exemple, est quasi plein centre-ville, donc ils ont juste à traverser, etc., pour pouvoir se déplacer, aller manger un kebab s'ils en ont envie. Il y en a, c'est sûr, qui peuvent pas se déplacer tout seuls, mais ceux qui peuvent, là, pour le coup, tout seul, il peut pas, quoi. À 17 ans, s'il est pas accompagné, donc ils ont franchement un super, je suis en admiration devant leur travail. Ils ont toute ma confiance, les personnels de l'IEM. Ils sont vraiment très très chouettes. Ils font beaucoup de choses avec eux. Ils organisent plein d'activités, etc. Donc c'est très très chouette. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu loin, quoi. Ils sont un peu loin et ils sont eux aussi parfois limités par les moyens de transport ils ont pas non plus ils peuvent pas non plus faire comme ils veulent. Ils sont dépendants de toutes ces choses, quoi. D'accord. Est-ce que dans tout ça, vous avez des petites victoires, en fait? Petites victoires qui illuminent le quotidien? Moi, de le voir sourire, déjà, c'est une victoire. Quand il sourit, quand il rit, il a une façon de rire particulière, parce que forcément, ça touche les cordes vocales, donc ça touche sa façon d'articuler et tout. Et c'est vrai que quand je le vois sourire, quand je le vois être plus épanoui, il avait une relation qui était devenue très conflictuelle avec sa sœur. Qui est plus jeune que lui de 5 ans et qui est capable de faire beaucoup de choses que lui ne pouvait plus faire. Donc forcément, je pense qu'il y a un petit côté de jalousie, de frustration. Donc il était c'était pire que chien et chat, quoi. Il avait un comportement avec sa sœur qui pouvait être odieux avant d'intégrer l'IEM, ou avec moi, puisque du coup, il nous en voulait, il était en colère. Chose qui a complètement changé depuis qu'il est à l'IEM, donc il y a quand même une victoire par rapport à ça, même s'il a toujours du mal à accepter, puisque son comportement est complètement différent. Donc ils sont vraiment devenus très soudés avec sa sœur. Quand ils rentrent le week-end, ils passent des heures ensemble, ils regardent la télé dans la chambre de l'un ou de l'autre, tous les deux. Enfin, ils la mettent en fond, mais on les entend se marrer. Je suis obligée d'intervenir 15 fois parce que faut pas réveiller le petit. Mais je préfère 1000 fois ça que ce qu'il y avait avant. Donc ça fait partie des victoires. Après, au niveau scolaire, je sais ça va s'arrêter à un moment donné puisqu'ils sont pas en capacité de poursuivre pour lui. Je sais qu'il sera toujours dans un centre protégé, même quand il sera adulte, donc il pourra éventuellement travailler. On m'a parlé des centres ESAT. Les ESAT. Donc je savais pas du tout, moi, que ça existait. Donc comme quoi il y a un accompagnement qui est pas toujours Moi, si j'avais pas ces gens à l'IEM qui sont éduques, sa psy, etc., avec qui je communique constamment, je me posais la question dernièrement de savoir comment j'allais faire une fois que l'IEM ça allait se terminer. Parce que c'est maxi 20-22 ans, on va dire, normalement. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va faire après? S'il a pas de diplôme, s'il a pas de travail, est-ce qu'il va pouvoir vivre en autonomie? Parce que c'est ce qu'il voulait. Et puis il me disait que c'est ce qu'il voulait, mais finalement il m'a avoué qu'il a peur quand il est tout seul. Donc il est donc il va être dans un environnement qui sera sécurisé, où on pourra profiter de moments ensemble pleinement quand il sera là, où il pourra quand même travailler, avoir une petite rémunération. Et ça, c'est entre guillemets des petites victoires, parce que il y a des possibilités. Je sais que la génétique est très forte, et donc sur sa maladie et sur l'évolution, il n'y a pas forcément pour l'instant de choses, même s'il y a des recherches dans des pays étrangers. En France, on est quand même limité à ce niveau-là pour l'instant, mais je sais que la génétique, grâce à super neuropédiatre, que si Djibril rencontre une femme et qui veut des enfants avec cette femme plus tard, il y a la possibilité de détecter le gène dans les 3 premiers mois de la grossesse, si ça n'a pas été fait avant, et il y a la possibilité de faire en insémination, en séparant les spermatozoïdes qui sont porteurs de ceux qui ne le sont pas, ce qui permet ce qui permettrait à sa compagne ou à sa future femme d'avoir une grossesse normale sans y mettre un terme dans les 3 premiers mois. Donc après, c'est un processus comme beaucoup de personnes qui n'ont pas de situation de handicap, qui peuvent difficilement avoir des enfants ou autre, mais je trouve ça génial. Moi, ça c'est quelque chose. C'est quelque chose, je sais, qui touche Djibril, et qu'il aimerait avoir une femme avec de l'amour
et que du coup savoir qu'il pourrait avoir des enfants non porteurs de son gène, je trouve ça ça le déculpabilise beaucoup. Oui. Ça le déculpabilise. Oui. Alors c'est sûr qu'il aurait des difficultés à le porter. Oui. Faudrait que sa femme prenne en charge pleinement. Oui. Mais il pourrait bercer de l'endo sans aucun problème. Puis tant qu'il est là. Voilà. Et puis être sûr que son enfant n'aurait pas les mêmes problématiques que lui. Donc je trouve que c'est quand même une grosse évolution et c'est quelque chose qui est une victoire. Ouais, c'est super bien. En plus, c'est super intéressant parce que ce dont tu parles, les ESAT, ils sont en train de faire des structures encore plus grosses. C'est vachement bien. En fait, c'est un endroit, en fait, où ils ont un appartement à eux. Et en fait, tu peux faire plein de boulots différents. T'en as qui font, en fait, du jardinage, de l'élagage, tout ça. T'en as d'autres qui vont faire des repas, enfin, tu vois, qui vont faire de la restauration. De la pâtisserie. On m'a même dit qu'il y avait de la lingerie. Son éduc m'a dit, il y a de la lingerie, ça va de la lingerie, ça va plaire à Djibril. Je crois que c'est sur Lézignan où il y a justement de la pâtisserie et c'est... Ah ouais. Okay. Ah, ils font des babas au rhum. Ouais, ils font beaucoup de choses sympathiques. Et ça a l'air super bien, quoi. Ouais. Et ils peuvent toucher à plein de choses, donc je trouve ça chouette et ça leur permet de mettre en valeur. Voilà. Ouais. Et du coup, ça m'amène à une question. Comment la société perçoit le handicap, d'après toi? Ça dépend qui. Ça dépend qui. Alors, les bonnes personnes ou les mauvaises? Comment la société perçoit le handicap? Franchement, ça dépend qui. Ça dépend, je pense, de qui sont les personnes en face. Oui. Ça dépend de la bienveillance des gens. Ça dépend de l'empathie des gens. Oui. De l'égocentrisme de certains, puisque du coup, c'est vrai que moi, je vais le voir quand je me déplace avec lui pour l'emmener chez le coiffeur, par exemple, parce que je l'emmène chez le coiffeur. Ça dépend vraiment. Je vois le regard des gens que je percevais pas avant. Djibril, avant que son diagnostic soit posé, il disait tout le temps qu'il avait l'impression que les gens le regardaient bizarrement. Donc c'est vrai que moi je faisais pas attention. Je disais mais pourquoi tu marches comme ça? Parce que j'ai l'impression qu'il se mettait une couche de stress quand il était en public. Et en fait il y avait déjà des signes de son ataxie. Et lui il percevait ce regard des gens que moi je calculais pas forcément. Ouais. C'est vrai que depuis qu'il est en fauteuil, on va voir il y a ceux qui restent fixés sur l'enfant ou la personne en situation de handicap. On voit tout de suite ceux qui ont l'habitude d'être confrontés à des gens en situation de handicap ou qui peut-être en ont dans leur famille ou autre, puisque le regard n'est pas du tout le même. Je trouve que la société, en fait, elle est le reflet de tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend finalement au quotidien. Donc c'est vraiment très, je dirais 50-50 en fait. C'est mitigé. Ça va être très bien avec certaines personnes et d'autres où ça va les déranger. Oui. Et d'autres qui s'en moquent complètement en fait. Je pense qu'il y a aussi un manque d'éducation encore sur ça. Ouais. Oui. Et puis tu vois, tu dis un mot que j'entends souvent, qui est il est confronté à un handicap. Ouais. Tu vois, quelqu'un qui est par exemple à une caisse, il est confronté, mais en fait non, ce sont des personnes comme nous. Et oui, mais on nous a pas appris en fait. On nous a pas appris. C'est pas qu'on nous a pas appris, mais c'est à dire que quand t'as pas l'habitude, quand c'est un sujet dont on t'a pas parlé. Je pense qu'on dit confronté parce qu'on sait pas trop en fait. Parce que les différences font comment peur. Faire, comment les différences font peur et surtout les différences, je pense qu'elles ont pas été trop mises en lumière jusqu'à il y a pas si longtemps que ça. Finalement, c'était plutôt l'inverse. Donc aujourd'hui, en fait, même quand on veut le mettre en lumière, ça reste quand même un peu encore timide ou délicat. Il y a une grosse part de l'éducation. Oui, je pense aussi. Il y a une grosse part d'éducation, mais générale, que ce soit dans les familles ou au niveau de l'école, ça a quand même évolué, même si ça reste, ça a ses limites, clairement. Mais il y a quand même eu des progrès à ce niveau-là. Après, c'est sûr que des fois, en fait, on peut avoir l'impression de déranger. Je pense que Djibril il a ce sentiment parfois de il le dit d'ailleurs quand il est à l'IEM, il est à sa place. Okay. Ah oui, d'accord. Il dit voilà. Donc ça veut dire ce que ça veut dire en fait. Ça veut dire que clairement quand il est pas dans cet environnement spécialement exclusif aux personnes en situation de handicap, il se sent pas à sa place en fait. Puisque en allant faire les courses, enfin partout où il va, hormis au centre,
il se sent pas forcément voilà. On a eu une réunion l'autre jour sur son lycée où il disait que son intégration a été bonne, donc je l'ai inscrit dans un lycée privé pour que du coup il y ait une meilleure prise en charge de sa situation en fait au niveau du suivi, et il a dit dès le début de la réunion que il s'est senti bien intégré par ses camarades. Alors on est sur une partie de lycée, donc du coup déjà il y a une maturité qui est différente par rapport au collège. Donc les jeunes c'est quand même voilà, c'est quand même différent. Il a eu des jeunes qui ont été très sympathiques, les profs ont été super, etc. Mais à côté de ça, il se sent pas à sa place parce que il a dit texto, moi je peux pas faire un marathon, les autres oui. Donc par rapport à ça, lui il va voir les autres pouvoir se déplacer comme ils veulent et ainsi de suite, et lui d'être dans cette situation, ça le confronte encore une fois à sa situation de handicap en fait, à ce qu'il ne peut pas faire comme les autres, et pour le coup qui n'est pas adapté qui n'est pas adapté à lui. Donc oui, je pense qu'il y a c'est complexe encore et c'est pas encore ancré voilà. Oui, parce que les infrastructures sont pas adaptées non plus, enfin ça rend les déplacements plus compliqués quand c'est avec le monde extérieur, et on n'a pas je pense qu'on n'est pas encore bien éduqués comme tu disais là-dessus. C'est ce qu'on fait avec les générations qui arrivent là, c'est-à-dire qu'on leur montre, on leur explique. Il va y avoir un sentiment de gêne, je pense, de certaines personnes quand ils se retrouvent face à quelqu'un qui est en situation de handicap. Il y en a qui savent pas gérer la personne en fait, parce que chaque handicap est différent. Moi j'ai un gros feeling avec les autistes, mais depuis que je suis gamine ils ont tendance à venir vers moi alors que c'est des gens qui de base sont très renfermés en fait, qui aiment pas le contact et tout ça. Et moi tous les jeunes avec qui j'ai pu ou tous les adultes qui sont autistes avec qui j'ai pu être en contact, ils viennent spontanément vers moi en fait. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont pas savoir comment gérer ça, et donc il y a vraiment c'est tellement vaste en fait. Finalement c'est nous les êtres normaux et pas extraordinaires qui sommes on est tellement tous dans une norme spécifique que on va avoir un regard différent sur les personnes qui sont en situation de handicap, alors que eux ils nous trouvent finalement bizarres quoi. Et ils ont raison. On est tout le temps en speed, on doit tout le temps paraître d'une certaine façon, on doit tout le temps faire les choses d'une certaine façon, alors que eux concrètement ils savent de toute façon ils peuvent pas. Il a fait un stage dernièrement, donc dans son cursus de seconde professionnelle, puisqu'il est métier relations clients. On me l'a pris en stage sur Carca, puisqu'évidemment en Lozère on pouvait pas, donc je l'ai eu 3 semaines à la maison en plus des vacances de Noël. Ça a été toute une organisation spécifique ça, pour pouvoir le gérer, puisque du coup à charge complète, sans prise en charge de taxi, sans rien du tout, pour gérer les allers-retours quotidiens. Il a été super bien pris en charge sur son lot de stage, et sa responsable me disait qu'ils avaient tendance à lancer des débats, et Djibril leur a posé la question: qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie? Est-ce que c'est la santé, est-ce que c'est l'amour, ou est-ce que c'est l'argent? Donc tout le monde a dit la santé, l'amour et l'argent. Djibril a dit non, lui pas du tout, lui sa priorité c'est l'argent l'amour et après la santé. Donc évidemment tous les adultes autour lui ont dit non Djibril, quand même la santé c'est hyper important, et Djibril leur a rétorqué moi concrètement la santé c'est pas trop ça donc pour l'amour c'est pas terrible du coup il est génial. Donc concrètement moi il me faut de l'argent pour pouvoir avoir de l'amour, et après la santé je suis extrêmement fan, il est génial. Il est plutôt fan. Sa vision montre bien qu'il y a quand même une différence entre ces gens extraordinaires, parce que nous on les appelle les gens extraordinaires, et les gens normaux comme nous qui devons faire les moutons de base et faire comme la société veut qu'on fasse. Et eux concrètement ils sont pas finalement obligés, ils peuvent pas en fait, puisque la société ne veut pas qu'ils fassent les moutons, donc ils sont obligés de voir les choses différemment, et je trouve que ils ont quand même une vision qui est plutôt finalement fun et sympa. Il a beaucoup d'humour, dans son raisonnement il avait pas tort quoi. C'est ça. Tout à fait. Sa responsable de stage me disait en fait il nous a tous scotché, parce qu'on s'est dit là pour le coup on est un peu con quoi. C'est génial. Djibril, tu as raison. C'est ça. Pas mal. Et du coup, quel changement toi tu aimerais voir dans la prise en charge et dans l'inclusion?
Dans la prise en charge, j'aimerais que la prise en charge elle soit totale en fait. Oui. J'aimerais que clairement, enfin pour moi c'est inadmissible. On prend des choses en charge, des gens en charge. Enfin on fait plein de trucs pour plein de choses, pour plein de gens et on a des enfants français ou pas d'ailleurs qui ont des besoins, des adultes qui ont des besoins important puisque c'est des besoins qui sont importants pour sa construction de vie. Il a une espérance de vie comme tout le monde, donc il devrait avoir des chances à peu près comme tout le monde. Il devrait avoir une prise en charge totale des matériels ergonomiques. Oui, complètement. Alors clairement, s'il y en a qui savent pas quoi faire dans la vie, il y a un gros business à faire au niveau du matériel ergonomique pour les personnes en situation de handicap. Ok. Il faut savoir qu'un clavier, pour la motricité, donc il peut pas, écrire, c'est compliqué pour lui. Donc il faudrait, ordinateur, il faudrait qu'il ait un guide de doigts, donc c'est un espèce de clavier en plexi transparent qui fait chaque touche, etc. Donc il faut forcément un ordinateur spécifique pour que le clavier s'appuie dessus. Ce petit bout de plastique transparent coûte à peu près 1 200 €. Juste ça. Okay. Donc c'est pour donner un ordre d'idée. Donc c'est un gros business. Les prises en charge taxi avec les véhicules adaptés, il y en a très peu, donc il y a quasi pas de concurrence, alors qu'il y a quand même un énorme besoin. Il y en a beaucoup finalement qui sont en situation qui peuvent pas se déplacer ou s'asseoir comme tout le monde. Donc j'aimerais que ça c'est un truc que j'aimerais mener, un combat pour que ça monte dans les hautes sphères et qu'on puisse avoir des prises en charge complètes, parce que comme je disais, quelqu'un qui va avoir un accident, il va être pris en charge par les assurances, ainsi de suite. Donc c'est qu'il y a des fonds au niveau des assurances et tout ça. Quelqu'un qui naît avec un handicap, il a rien demandé en fait. Il est confronté à sa situation, il est obligé, encore une fois confronté, il est obligé de le subir parce que finalement il subit, alors qu'il pourrait le vivre d'une autre façon si il y avait pas toutes ces galères qui viennent s'ajouter s'ajouter derrière quoi. Okay. Donc ça, au niveau de ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'il soit pris en charge. D'accord. Ok. Et est-ce que tu aurais un message à transmettre aux auditeurs sur l'inclusion? Là, on était sur la partie un peu technique, d'accord. On va reparler un petit peu de la partie technique juste après. À la fin, par rapport à quelque chose, vous allez voir, mais qu'ils essayent d'avoir une autre vision. Après, c'est compliqué parce que je vais pas rééduquer tout le monde, mais c'est vrai que j'aimerais que l'inclusion ait moins de limites. Oui. D'accord. Okay. Voilà. Oui. J'aimerais que l'inclusion ait moins de limites, qu'il y ait plus d'établissements adaptés peut-être, donc plus de fonds qui soient levés pour qu'il y ait des établissements plus adaptés. Enfin, quand on voit le nombre d'IEM, c'est pas assez suffisant. Quand on voit dans les établissements scolaires des enfants qui sont inclus mais qui sont pas forcément à leur place parce que du coup ça a une limite d'inclusion et qu'ils sont en attente, ces enfants, d'intégrer des centres comme Djibril. Je trouve ça je trouve pas ça normal en fait. C'est une difficulté au quotidien qui va être menée. Il y a des gamins qui ont la maladie des os de verre, ils sont dans les établissements scolaires classiques, enfin c'est une catastrophe. J'ai ma sœur et des amis qui sont CPE dans différents établissements. On en parle régulièrement de cette inclusion au niveau des élèves, du fait que quand il n'y a pas les AESH, ils évitent de prendre ils peuvent pas prendre les gamins parce que forcément ils sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins s'il y a quoi que ce soit. Donc les AESH, ça aussi c'est un grand sujet. Il y en a qui sont fantastiques, il y en a d'autres sont pas du tout à leur place. Elles sont pas formées correctement, elles ont pas un seul enfant à charge, elles en ont plusieurs, elles sont pas payées des 1000 et des 100 non plus, alors que je veux dire, on peut pas gérer une AESH, c'est une assistante, je vais le préciser, une assistante d'élèves en situation de handicap, donc il y en a des collectives, des mutualisées qu'on appelle, qui s'occupent de plusieurs enfants dans une classe, où il y en a des individuels. Djibril, par exemple, lui, a le droit à une AESH individuelle 30 heures. Sur les 4 ans, on a fait la demande où ça a toujours été accordé 30 heures. Il a eu une année, son AESH à 30 heures. Là, il était sur son établissement scolaire à quasiment 40 heures semaine, puisqu'il voulait pas aménager son emploi du temps, chose qu'il avait droit, il voulait montrer de quoi il était capable, avec une AESH sur à peu près 14 heures de temps, qui s'occupe d'autres enfants avec des handicaps complètement différents. Donc c'est difficile, elles sont pas formées, elles ont pas il y en a qui vont être extrêmement bienveillantes, il y en a d'autres qui se sont trompées de métier. Clairement. Partout.
Donc voilà, c'est toute cette inclusion qui devrait bouger un petit peu et que le recrutement soit mieux fait, les formations soient plus appropriées, etc. D'accord. Merci. De rien. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner aux parents qui sont dans la même situation que toi et qui nous écoutent? Battez-vous. Ne lâchez rien. Jamais. Vous n'êtes pas tout seul. Non, vous n'êtes pas tout seul, on n'est pas tout seul. Il y a des gens qui s'associent pour se battre et pour aider, qui sont pas forcément confrontés à des situations de handicap, mais qui ont des cœurs extrêmement grands et qui sont prêts à le faire. Puis surtout se battre, ne jamais rien lâcher. Et je suis issu du milieu militaire, j'ai fait moi-même le milieu militaire, on a des devises à l'armée du style être éduré, s'élever par l'effort, qui sont plutôt sympathiques et qui peuvent être parfois appropriés. Donc jamais rien lâcher, se battre quoi qu'il arrive, parce que c'est important de se battre pour ses proches qui sont dans ces situations-là et pour les autres qui sont dans des situations comme nous, parce que moi quand je me bats, je le fais pas égoïstement que pour par rapport tu fais pour que tout bouge en fait. Le système bouge et que ça profite aux le autres. handicap ça concerne plein de gens, ça concerne plein de choses différentes. Il y a des maladies qui ont des espérances de vie qui sont limitées, il y en a d'autres qui ont pas d'espérance de vie limitée mais qui sont comme Djibril avec des problématiques de maladies dégénératives qui évoluent et qui sont complexes. Donc se battre, se faire aider quand il y a besoin, parce que c'est pas tous les jours facile et que il y a besoin parfois d'un soutien psychologique ou énergétique ou tout à fait. Utiliser tout ce qui peut être tout ce qui peut nous être donné malgré tout pour avancer et avancer au mieux et avec amour surtout. Ça c'est le plus important. Très joli message. Ouais, c'est un beau message. Ok. On arrive à la fin, il reste une question. Alors, habituellement, on pose toujours une question un petit peu gênante, une anecdote drôle. Là, on a changé un petit peu, vous vous doutez bien. Et ça va être plutôt le moment marquant. Je vais te laisser poser la question. Et par contre, surtout, ne partez pas parce que juste après, on vous parle d'un petit quelque chose. D'un petit truc en plus. Qui est très importante. Donc restez bien jusqu'à la fin. Est-ce que tu as un souvenir fort ou un moment touchant qui symbolise votre parcours que tu pourrais partager avec nous? Avec Djibril? Il y en a. Mon moment fort, c'est lui. C'est lui dans sa globalité. C'est tout en fait, c'est toute cette évolution de tout petit. C'était un petit bonhomme qui bougeait dans tous les sens, qui courait, qui faisait du quad, qui grimpait partout, comme son petit frère de 3 ans d'ailleurs. Les garçons ça bouge plutôt pas mal. Et puis toute cette évolution depuis, je l'ai rarement vu pleurer. Je trouve qu'il a une force incroyable. Donc je pense que j'ai plus d'émotions. En tout cas, il intériorise beaucoup, Djibril. Donc c'est difficile de savoir ce qu'il ressent, etc. Mais c'est vrai que j'ai plus tendance. On dit que c'est un enfant solaire. D'accord. Drôle. Il l'est. Oui, t'as l'air. Il est percutant. Il est. C'est lui. C'est au même titre que mes autres enfants en fait. C'est au même titre que sa sœur. Je les trouve ou son petit frère. Je les trouve tous les trois incroyables et les trois ce trio bien associé avec ses différences d'âge et ses différences de couleurs puisqu'ils sont métis les trois donc c'est cette différence, les trois sont mon moment fort. Les voir évoluer ensemble avec amour, avec bienveillance. Je sais que ils auront tous les trois une autre vision par rapport à Djibril. Et ils auront un autre contact avec les gens et ils seront grands tous les trois de tout ça en fait. Ça va leur donner beaucoup de force. C'est mon moment fort. Ok, bon merci. J'en ai les larmes aux yeux. Du coup j'ai une dernière question à te poser qui y était pas, mais peut-être qu'il va écouter ce podcast, je sais pas. Est-ce que tu as envie de lui dire quelque chose? Que je l'aime.
Je t'aime, mon fils. Okay. Mon Gigi. Son petit surnom depuis tout petit, c'est Gigi. Ouais. Surnom qui lui a été donné par un des meilleurs amis de Gary, donc de mon conjoint, donc de son père adoptif. Ouais. Pour Gigi l'amoroso, du coup. Ok, oui. Donc je trouve que ça lui va vraiment très bien. Okay. Parce que c'est un amoureux malgré tout de la vie, qui rêve d'avoir une copine, mais depuis tout jeune, pas une copine pour flirter à droite à gauche. Lui, il veut vraiment une copine pour se poser. C'est génial. Bon, on l'espère. On lui souhaite. Ouais, je lui souhaite. Ouais. Donc, que je l'aime. Que je l'aime et qu'il lâche jamais rien. Super. Bon, ben voilà. Merci Magali. Merci beaucoup pour ce beau podcast. Merci à vous pour l'invitation. Avec grand plaisir. C'est un honneur. Donc, ça me touche, ça me touche beaucoup. Ouais. Et puis c'est exactement, je le dis souvent à tous les invités, mais c'est la réalité, c'est littéralement l'ADN de ce qu'on a créé, ce qu'on voulait, c'est pouvoir donner la parole à des gens comme toi. Donc c'est parfait. Là, j'ai la voix un peu pétée, on est un petit peu et justement, en plus, on en arrive à un moment dont on voulait vous parler, parce que tu en as parlé tout à l'heure. Tu as ouvert une cagnotte. Oui. Voilà, parce que actuellement ton véhicule ne te permet pas de pouvoir déplacer Djibril comme tu en as envie. Oui. Voilà, donc cette cagnotte, on va vous la mettre. Elle sera partout sur les réseaux. Vous aurez aussi les réseaux de Magali. Ouais, c'est une expédition à chaque fois. Ouais. Je prends l'exemple de la plage, par exemple. On est allé à la plage l'été dernier. La plage avec Djibril, autant dire que le fauteuil roulant sur le sable, c'est pas très pratique. Donc si je suis pas, enfin, je peux pas y aller seule avec les 3 enfants, par exemple. Il faut forcément que j'ai des bras pour m'aider. Oui. Le regard des gens, d'ailleurs, sur la plage, ça se voit beaucoup parce que personne ne bouge. Tout le monde me voit galérer avec le fauteuil. Alors certaines plages sont dotées aujourd'hui, pour l'inclusion, on en parlait de tapis bleus, pour l'accès aux plages pour les fauteuils roulants, ce qui est quand même en soi très pratique quand ils sont bien faits. On a pu bénéficier du fauteuil de plage. Toutes les plages ne sont pas dotées, donc ça aussi ça a été très pratique, ça a été un moment très drôle. Et c'est vrai que j'ai lancé moi cette cagnotte un peu avant les vacances de Noël. C'était d'ailleurs pas forcément le meilleur moment pour lancer une cagnotte. Je suis pas forcément fan des cagnottes, mais je me suis retrouvée confrontée à cette difficulté de transport, puisque Djibril étant à ma charge après les vacances de Noël. Bon, pour les vacances on a l'habitude, donc on plie, on démonte. C'est vrai qu'il vient pas partout avec nous parce que c'est toujours une galère de monter et démonter le fauteuil. Quand il pleut des cordes, démonter entièrement le fauteuil sous la pluie et le remonter, c'est une galère. Quand il fait 40 degrés, c'est pareil. Enfin bon, c'est toute une galère. Et en fait, l'ayant en stage, puisque on n'avait pas pu lui trouver un stage en Lozère, donc l'ayant rapatrié pour son stage obligatoire dans son cursus pour 3 semaines au mois de janvier, il fallait que je le prenne en charge. Donc j'ai demandé si j'avais des prises en charge taxi. Donc on m'a dit non, puisque du coup il est à l'IEM, donc vous avez perdu cette prise en charge, taxi scolaire. De toute façon, comme c'est du scolaire, c'est pas pris en charge. Pour les prises en charge taxi, c'est avec les ambulances ou ce genre de choses, c'est que pour les rendez-vous médicaux. Donc du coup, je pouvais pas avoir d'ordonnance pour bénéficier d'un taxi. Et je me suis dit en fait comment je vais faire entre mes horaires de boulot, matin, soir. Il avait normalement une pause de midi à 14h, comme tous les gens qui travaillent, donc il fallait le récupérer. Enfin, je me suis dit je vais faire ça 8 fois par jour, réaménager complètement mon temps et comment je vais faire avec ce fauteuil, quoi. Il faut vraiment un fauteuil, un véhicule adapté. En fait, avec un véhicule adapté. Un véhicule adapté, c'est ça. Alors là, MDPH peut adapter mon véhicule, sauf que mon SUV, il va pas s'adapter à rentrer le fauteuil dedans. Donc il faut vraiment un véhicule adapté et un véhicule adapté d'occasion, parce que d'occasion, neuf, c'est impossible. Ça coûte entre 30 et 50 000 euros facile. Donc c'est très très cher, mais ça permet d'avoir une rampe, ça permet de pouvoir rentrer le fauteuil, de pouvoir mettre son frère et sa sœur, enfin de partir tous ensemble sans être sans trop se poser de questions. Sans se poser de questions et pouvoir aller là où on a envie avec tous les 5. Si on a envie de bouger tous les 5 à la montagne, à la mer, à la rivière, voilà. On aura d'autres aléas derrière, mais si on pouvait se limiter sur le véhicule, ça serait plutôt fun, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Donc vous avez entendu. On va mettre le lien pour la cagnotte. Pour la cagnotte, tout à fait. Tes réseaux aussi. Voilà, s'il y a des personnes qui nous écoutent qui ont quelque chose qui veulent te contacter, ils peuvent le faire. Vous êtes les bienvenus, même si c'est pour des handicaps différents ou si vous avez envie d'échanger, Donc voilà, n'hésitez pas, surtout si ça vous a touché, à partager ce podcast et y compris à partager la cagnotte. Vous le savez, c'est très important. On compte sur vous. Voilà. Le
partage, c'est beaucoup déjà. Ouais, c'est beaucoup donné déjà. C'est beaucoup. Ouais. C'est important. C'est beaucoup. Donc n'hésitez pas, ça prend 3 secondes dans votre vie. Sans participation forcément financière, mais rien que le partage. Ça prend 3 secondes pour vous, mais ça change beaucoup. Oui, on voit plein d'influenceurs qui partagent des produits qui sont pas bons pour la peau. Donc si tu es influenceur, c'est le moment de changer un petit peu ta méthode, s'il te plaît. Voilà. Influencer sur d'autres sujets. Voilà, influence. Donc en tout cas, on te remercie d'être venu. Vraiment, merci beaucoup d'être venu et d'avoir parlé de tout ça. Vous le savez, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas, comme on l'a dit, à partager, liker les podcasts. Puis voilà, est-ce que tu as un mot à dire, toi? Ben non, merci de nous suivre, d'être toujours plus nombreux, et merci à Magali d'avoir partagé ce beau moment avec nous. Avec grand plaisir. Si vous avez des choses à dire, vous pouvez en parler avec eux. Voilà. Ils sont très fun. Tout à fait. D'ailleurs, je me permets, on vous a mis un petit document à remplir sur Instagram. Si vous avez envie de participer au podcast, vous pouvez le remplir, le document, et puis peut-être que vous serez là, assis à la place de Magali. Voilà. On est bien, c'est confortable. Voilà, donc on est bien accueillis. On est partout sur toutes les plateformes, y compris YouTube. Et puis nous, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. À bientôt. À bientôt, Ciao. Merci.